La flotte française mobilisée, ce n'est pas la guerre, déclare André Giraud. Au même moment, la France et l'Iran s'accordent sur leur représentation diplomatique. Moins 0,6% en juin, c'est le chiffre du chômage. Le nombre de demandeurs d'emploi diminue légèrement. La tendance se précise. L'exploit du jour, Stéphane Perron, l'Atlantique en solitaire, en planche à voile et sans assistance. Il a réussi. Une journée supplémentaire de détention pour Marcel Carton, Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Jean-Louis Normandin d'Antenne 2 et Roger Hawke. Les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. Bonsoir, la France et l'Iran s'observent. Un fait nouveau aujourd'hui. Les deux pays sont tombés d'accord sur la représentation de leurs intérêts. Comme la France et l'Iran ont, vous le savez, rompu leurs relations diplomatiques, les intérêts communs seront traités à l'avenir par pays interposés, en l'occurrence l'Italie et le Pakistan. Au même moment, donc, la marine française se prépare, l'escadre de Méditerranée est mobilisée, elle sera prête à partir dans 24 heures. La destination, je le précise, est toujours inconnue. Explication, Gilles Rabine. Le Clémenceau quittant la rade de Toulon avec une quarantaine d'avions de combat embarqués à son bord, dont les super-étendards armés de missiles nucléaires tactiques, ce n'est pour l'instant qu'un scénario en préparation. Le porte-avions est ce soir toujours à quai, prêt à appareiller avec son escorte, les frégates lance-missiles Suffren et Duquesne. Techniquement, le groupe aéronaval serait en mesure de quitter Toulon dans les 24 heures à compter d'aujourd'hui. Les opérations d'approvisionnement des navires sont en cours, l'armement, lui, est en permanence à bord. En clair, le porte-avions et ses frégates d'accompagnement pourraient appareiller dès demain ou mercredi au plus tard si l'ordre gouvernemental était donné. Pour rallier la mer d'Oman aux abords du détroit d'Ormuz, la route estimée à près de 8500 km serait couverte en 14 jours. L'absence de chasseurs ou de dragueurs de mines accompagnant ce groupe aéronaval semble indiquer que la France, conformément à sa politique actuelle, n'a pas pour l'instant l'intention d'entrer en force dans le Golfe où les chenaux d'accès sont minés, notamment celui de Koweït. Les Américains l'ont appris à leurs dépens avec l'incident dernièrement du Bridgetown. Appareillera ou n'appareillera pas ce groupe aéronaval à quai à Toulon. Tout dépendra bien sûr de l'évolution de la situation dans le Golfe. Nous voulons être prêts, à titre de précaution, et capables, a déclaré hier le ministre de la Défense, de protéger en toutes circonstances notre trafic maritime. Et dans la mesure où on aura rappelé ces équipages, il est vraisemblable que nous les ferons appareiller. Appareiller pour où? En tout état de cause, pour la mer d'Oman, rejoindre et renforcer la force navale française en sentinelle à l'entrée du golfe Persique, avec la corvette Georges Legge qui a franchi ce matin le canal de Suez. Elle rejoint, à l'entrée du détroit d'Ormuz, les avisos escorteurs Victor Schœlcher, Protet, commandant Bory et le bâtiment de commandement La Marne qui patrouillent dans la mer d'Oman aux côtés du porte-avions géant américain Constellation et de son escadre. Au fond du Golfe, dans le port koweïtien de Mina al-Hamadi, l'escorte américaine des pétroliers est toujours bloquée en raison des mines immergées dans le chenal. Navires américains qui risquent de rester à Koweït un bon moment, faute de dragueurs de mines. Ils n'ont pas obtenu les bâtiments des mineurs indispensables que refuse d'engager l'Arabie Saoudite, qui préfère demeurer en retrait. Commentaire François Cornet. Du côté français, on se veut apaisant. Ce n'est pas la guerre, a dit André Giraud, le ministre de la Défense. On prend nos précautions, a-t-il ajouté. Il commentait à Saumur la décision française donc de préparer la marine. En revanche, côté iranien, les dirigeants continuent de proférer des menaces. Monsieur Rafsanjani, président du Parlement islamique, a dit que l'Iran attaquerait à partir de maintenant les installations côtières ou les pétroliers de n'importe quel pays qui continuera à aider l'Irak. Avec nous Michel Rocard. Michel Rocard, dans un instant, nous allons parler de quelques problèmes français. Tout de même, votre opinion sur cette affaire. La fermeté vis-à-vis de l'Iran, c'est une bonne chose? Elle est nécessaire. Il ne s'agit pas de fermeté vis-à-vis de l'Iran, d'une certaine façon. Il s'agit de fermeté quant à la capacité de la France de défendre ses voies de communication. Point. Une guerre sévit là-bas. Nous n'y sommes pour rien. Et nous n'entendons pas qu'elle retombe sur des navires, sur des intérêts qui nous concernent ou sur des vies de citoyens français. Et c'est pourquoi il me semble sage d'afficher que notre marine doit protéger
les intérêts et les vies des Français qui travaillent dans le Golfe. Et l'envoi de la flotte, c'est une mesure qui vous paraît tout à fait dissuasive, réellement efficace? Oui, ça fait partie de ce que l'on doit faire pour afficher que l'on entend protéger nos intérêts. Nous vous retrouvons dans quelques minutes, Michel Rocard. Les affaires françaises maintenant, avec d'abord une amélioration pour le chômage, légère amélioration, mais qui confirme tout de même la tendance observée ces derniers mois. En juin, donc, une baisse de 0,6% du nombre des chômeurs, en données corrigées des variations saisonnières. Principaux bénéficiaires de cette légère amélioration, les jeunes, les moins de 25 ans. Vraisemblablement grâce au TUC, les travaux d'utilité collective créés il y a 3 ans et qui fonctionnent toujours. Il y a un an juste, Geneviève Moll et Claude Barnier avaient rencontré de jeunes tucistes à Montlouis-sur-Loire. Et bien un an après, ils sont retournés voir ce qu'ils étaient devenus. Des jeunes en TUC, comme cet apprenti bibliothécaire, il y en a 231 000 en France aujourd'hui. Ici, comme partout ailleurs, ces jeunes se préparent au monde du travail avec des bonheurs divers. Nous avons pris une trentaine de TUC à chaque année et une quinzaine environ trouvaient un emploi ou un stage formateur ou partaient pour certains à l'armée. Mais bon, c'était quand même quelque chose à la sortie de leur stage TUC. Et pour nous, c'est positif sur ce plan-là. Certes, mais dans la plupart des cas, s'il y a emploi, il n'est pas stable. Alors s'enchaînent les petits boulots. C'est le cas pour Alain Roux, qui, après son TUC, a raté son examen de bibliothécaire. Je fais des petits boulots, c'est-à-dire des sondages, distribuer des journaux, enfin, pas de travail fixe, quoi, pas de travail fixe. Vous n'avez rien trouvé? Non, j'ai rien trouvé. Mais d'autres ont eu plus de chance. Marie-Pierre, par exemple, avec un bac G3, a pu, durant son TUC, se faire engager comme assistante d'une vétérinaire de la ville. Hervé, niveau CAP de dessinateur en circuits électriques, a été formé et engagé comme dessinateur tout-terrain par la mairie. Laurence, bac F8, après son TUC à la maternelle, entre dans une école d'infirmière. Une autre jeune fille, après un TUC en espace vert, est acceptée dans une école de floriculture. Pour les autres, ce sera plus problématique. Malgré les efforts de formation de la mairie, les entreprises ne proposent le plus souvent que des stages en insertion à la vie professionnelle, des SIVP. L'emploi, ça peut être effectivement un contrat de 3 mois, mais le contrat de 3 mois, souvent dans les entreprises de la région, donne la possibilité d'aller plus loin. C'est vrai, 1 fois sur 3. Après, pour les jeunes qui ne sont pas embauchés, c'est souvent la galère. Mais ils savent au moins ce qu'est le monde du travail. Le trafic aérien, ça ne s'arrange pas. Les pilotes et les mécaniciens navigants d'Air Inter ont déposé un préavis de grève pour le week-end prochain, en plein donc pendant les départs en vacances. C'est toujours le problème du 3e homme sur le nouvel Airbus A320. De leur côté, les aiguilleurs du ciel continuent leur mouvement. C'est leur 4e mois d'action. Ce dernier conflit social a donné lieu ce week-end à des prolongements politiques inattendus, notamment au Parti socialiste. Officiellement au PS, on soutient les grévistes, mais Michel Rocard, ce week-end, en parlant avec des journalistes, leur a donné tort. Alors Michel Rocard, votre position, votre condamnation, on peut dire, de la grève des aiguilleurs du ciel a surpris, et y compris au PS, bien sûr. Si on n'écoute qu'une phrase, c'est un conflit beaucoup trop grave et trop lourd pour le limiter à une phrase. Et j'ai fait, je vais vous les répéter, 3 constats. Le premier constat, c'est que le gouvernement a très mal négocié. Ce conflit dure depuis beaucoup trop longtemps, et il est clair qu'on ne sait pas se parler. Et il est donc clair que le gouvernement s'y est mal pris pour négocier, c'est la première chose que j'ai dite. C'est d'ailleurs le même ministre qui avait déjà agi de manière très provocante en ce qui concerne le conflit de la SNCF, et nous l'avions payé aussi, nous, tous les Français, d'une grève beaucoup trop longue. Alors ça, c'est le premier point. Deuxième constat. En effet, maintenant, les organisations syndicales des contrôleurs aériens se sont mis dans une position de tout ou rien. Or, pour négocier, il faut savoir trouver un compromis. Et c'est là qu'en effet, je crois qu'il faut maintenant savoir terminer un conflit et rechercher les solutions. Nous ne pouvons pas rester dans cette impasse, et là, effectivement, il y a une position de blocage dont je ne pense pas qu'elle soit bonne. Le troisième constat, c'est justement que pour sortir de cette impasse, tout le monde maintenant doit y mettre du sien. Je me demande si le temps n'est pas venu de chercher une médiation ou quelque chose de ce genre. Vous avez dit tout de même leur revendication est incompatible avec leur statut. C'est une condamnation. C'est pas une condamnation, c'est une constatation juridique, ça. Il faut bien... Bon, vous connaissez le problème. Le problème, c'est que ces hommes, et ces femmes d'ailleurs,
qui ont des responsabilités techniquement très lourdes, dont la vie de millions de passagers passe entre les mains tous les jours, sous la condition qu'ils sachent décider en quelques secondes. Des choses très graves. On les a rémunérés un peu mieux que leur statut indiciaire avec des primes, mais leur retraite ne correspond pas du tout à la responsabilité qu'ils exercent dans toute leur vie. C'est normal qu'ils demandent une correction. Le statut de la fonction publique ne le permet pas facilement, il faut donc trouver d'autres solutions. Et la présentation actuelle de la revendication, juridiquement, elle est bloquante. Il faut donc trouver autre chose, et c'est ce que je me suis permis de dire. En tout cas, ça n'a pas été bien apprécié du côté du PS, parce que M. Kéran, ce matin, qui est le porte-parole donc du Parti Socialiste, a dit que votre phrase ne paraissait pas judicieuse. Alors ça ne vous gêne pas d'être ainsi en désaccord avec vos amis du Parti Socialiste? Le problème n'est pas du côté du Parti Socialiste, il est qu'il faut que la France sorte de ce conflit très lourd. Les égayeurs du ciel ont une revendication de base qui est légitime. Nous sommes dans une situation tactique où tout le monde se coince et où il faut de part et d'autre, mais la faute principale est au gouvernement, qui joue le pourrissement visiblement, et c'est ça qui est grave. Mais l'esprit de responsabilité peut aussi être celui des syndicats. Il faut maintenant trouver des solutions en évitant de se battre sur des solutions de tout ou rien. Et que cela plaise ou non, voilà ce que je pense et je crois que c'est de bon sens. Oui, c'est la position d'un homme qui se place au-dessus des partis. Qui se place où vous voudrez. Enfin, quand on traite des problèmes, on ne fait pas attention à qui dit quoi. On essaye de dire ce qui paraît sérieux, sensé et responsable. Alors, Michel Tout ça coûte très cher à l'économie française, vous savez. Et on ne s'amuse pas à ce sujet. C'est un conflit du travail. On n'en sortira que par de bonnes négociations. Il faut une disposition de part et d'autre. Le gouvernement a été provocant. Ce projet d'agence n'a même pas été organisé et conçu de manière à ce qu'on y voit les profils de carrière. Et du coup, tout le monde a eu peur. Alors il est rejeté. Michel Rocard, ce n'est un secret pour personne. Vous faites campagne pour les prochaines élections présidentielles. Est-ce que vous irez jusqu'au bout, quoi qu'il arrive? J'ai déjà dit là-dessus tout ce qu'il fallait dire. Et je vous signale qu'entre ceux des Français qui sont en vacances et ceux qui n'en prendront pas, personne ne souhaite accélérer les rythmes et les cadences. C'est-à-dire que vous êtes un petit peu comme François Mitterrand, vous restez dans le vague. Hein. Et est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il faudrait... Vous êtes candidat, alors c'est clair. Ben oui, oui c'est ça. Ça a été dit quoi qu'il arrive jusqu'au bout? Vous m'avez fort bien entendu. La campagne électorale est datée dans notre Constitution. N'accélérons pas les rythmes. Les Français détestent être bousculés. Vous aimeriez bien que François Mitterrand précise sa position rapidement, quand même? Je crois être le premier à avoir émis publiquement le constat des contraintes qui pèsent sur lui. Quant à la date à laquelle il parlera sans doute, qui est sûrement la plus tardive, puisque la date la plus tardive est celle qui lui permet de mieux remplir son mandat pleinement. Vous serez un candidat indépendant ou le candidat du Parti Socialiste? Vous connaissez beaucoup de cas où des hommes qui se sont battus pendant des années affichent tout à coup une disparition de leurs amitiés, leur fidélité, leur solidarité. Merci. C'est un homme de combat collectif. Merci Michel Rocard. Politique suite, Jacques Chirac était dans le sud-ouest aujourd'hui pour le Premier ministre. C'est un nouveau voyage en province, donc il était à Agen et à Périgueux. On y a parlé notamment rugby. Jean-Louis Le Senne. Le Lot-et-Garonne, empire du milieu entre Toulouse et Bordeaux, est au cœur de trois traditions, le radicalisme, la gastronomie et le rugby. Et Jacques Chirac a commencé à égrener cette trilogie par le rugby, comme pour se faire pardonner de n'avoir pas pu, cette année, assister à la finale de la Coupe de France. Hommage au rugby donc, avec à Agen la pose de la première pierre du centre de formation du rugby, un centre destiné à accueillir arbitres, éducateurs et joueurs, sous le regard paternel du président Ferras, de membres de l'équipe de France, et au milieu des futurs champions, les Dubroca, Hermani ou autres fourrous de demain. Première mêlée de la journée. Deuxième rencontre de la journée, face à face avec Jean-François Poncet, le président du Conseil général du Lot-et-Garonne. Visiblement, le radicalisme ambiant a déteint sur l'ancien ministre des Affaires étrangères. Il demande sans demander, Chirac est d'accord toujours et accorde parfois. On parle avant tout agriculture et agroalimentaire. Après une brève étape à Villeneuve-sur-Lot, le Premier ministre se retrouve à Périgueux. Accueilli par son ancien conseiller politique au RPR, le maire Yves Guéna, Jacques Chirac s'abstiendra pourtant de tout propos politique, malgré la présence de manifestants de la CGT qui scandent Chirac du travail ou libéré Albertini. Promenade en ville, poignée de main, rien de plus pour l'instant. Mais il n'empêche, en rentrant ce soir à Paris, le Premier ministre aura achevé sa tournée de tous les départements d'Aquitaine en 15 jours.
Grosse surprise, dans le monde économique, Jimmy Goldsmith ne s'intéresse apparemment plus à ses affaires françaises. Jimmy Goldsmith, c'est un magnat de l'industrie et de la presse. Il est le patron du groupe Express, par exemple, à travers la Générale Occidentale. Il s'était aussi intéressé, sans succès, au rachat de la 5e chaîne de télé. Eh bien, Jimmy Goldsmith vend la presque totalité de ses avoirs en France à la CGE. Jean-Marc Dubois. Selon une expression que vous avez déjà entendue, je ne suis pas un homme seul entouré de financiers. Non, ce sont les financiers qui vont se retrouver tout seuls car Jimmy Goldsmith part. En effet, ce candidat malchanceux au rachat de la 5, ici lors des auditions publiques de la CNCL, a décidé de vendre. Il vend ses parts dans une société peu connue du grand public, la Générale Occidentale. La Géo, c'est le pétrole, l'alimentation. Aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en France, ce sont surtout les médias. Le groupe des presses de la Cité, 3,2 milliards de francs en 86, avec par exemple Plomb, Julliard, le mensuel Lire, et surtout l'hebdomadaire L'Express. Depuis quelque temps, des rumeurs parlaient d'un désengagement économique, c'est donc fait. Encore que pour la directrice de la Géo, si M. Goldsmith a vendu, ce serait plutôt à cause de l'insistance de l'acheteur. Je crois qu'une opération ne peut se faire que si véritablement vous avez quelqu'un qui désire acheter et quelqu'un qui est prêt à vendre. C'est ce que nous avons vu. Que la Générale Électricité ait montré qu'elle avait de l'appétit pour cette opération, c'est une évidence. Elle l'a dit à différentes reprises, tout au moins pas la Générale Occidentale en particulier, mais au domaine des services. Je crois que nous sommes probablement des fleurons dans ce secteur. Un fleuron sûrement pour l'acquéreur, la Compagnie Générale d'Électricité, le 3e groupe industriel français, qui entend ainsi se renforcer dans le secteur des médias. Un domaine qui n'a pas grand-chose à voir avec ses activités traditionnelles. Le nucléaire, le téléphone, les chantiers navals, le TGV. Certains parlent d'un simple placement financier, d'autres affirment que la CGE, nouvelle privatisée, veut asseoir une nouvelle image de marque auprès du grand public. Au siège de la CGE, on reste très prudent pour une affaire qui aurait coûté, paraît-il, 2 milliards de francs. Dans l'actualité internationale, les troubles en Haïti, 70 morts à la fin de la semaine dernière dans des affrontements entre paysans et grands propriétaires. Les paysans qui sont réunis dans des petites communautés religieuses proches de l'église catholique. Ces paysans revendiquent des terres. Et les affrontements sont meurtriers et ils sont devenus quotidiens. En Irlande du Nord, en Ulster, l'IRA a revendiqué l'assassinat d'un policier. Les tueurs ont pénétré à son domicile hier et l'ont assassiné. Cela se passait au nord-ouest de Belfast. Et puis en Union soviétique, exécution de Fedor Fedorenko. Il s'agit de ce criminel nazi expulsé des États-Unis en 1984 et condamné à mort en URSS il y a 1 an. Fedor Fedorenko avait 79 ans. C'était un ancien gardien du camp de Treblinka. Rubrique habituelle de l'été, les incendies de forêt. Hélas, d'habitude on en parle plus tôt. Dès le début de l'été, eh bien cette fois, ils auront attendu fin juillet. Mais dans le Var, ces incendies ont été cette fois très violents, plusieurs foyers qui ont provoqué des dégâts très importants. Ce soir, les feux semblent maîtrisés, mais tout le monde, bien sûr, reste en alerte. Florence Mavic. Les pins et les oliviers calcinés par les flammes, plusieurs maisons évacuées à la hâte, l'autoroute coupée entre la Seine et Toulon. Le Var et les Bouches-du-Rhône ont connu hier une journée torride. Pour lutter contre les nombreux foyers, attisés par des rafales de Mistral atteignant 100 km/h, 2000 hommes étaient sur le pied de guerre. Le ballet des Canadaires a repris sa ronde estivale et la préfecture du Var a déclenché le plan Alarme. Un plan décidé par l'état-major des soldats du feu pour frapper très fort dès la première alerte. Nerf stratégique de la guerre, le CIRCOS, le Centre interrégional de coordination des opérations de la sécurité civile. Véritable PC près d'Aix-en-Provence où sont centralisées les alertes. Aujourd'hui, la journée a été plus calme. Le Mistral est tombé, 4 incendies ont rapidement été maîtrisés. Et pour faciliter le dépistage des foyers, le CIRCOS dispose de cartes météorologiques très précises. Pourtant, malgré les moyens les plus perfectionnés, les pompiers du ciel savent que la guerre est loin d'être gagnée. Cette lutte, elle se poursuivra malheureusement longtemps et le but n'est sans doute pas, et le but serait illusoire de vouloir qu'il n'y ait aucun feu de forêt qui dépasse la superficie du mètre carré brûlé. Le but est de faire en sorte qu'il y ait chaque année un peu moins de superficie brûlée et si possible d'une manière significative. Alors pas de répit pour les Canadaires, à peine engloutis un plein de kérosène, ils reprennent leur ronde. Autre drame de l'été, la canicule, elle s'est abattue sur l'Europe du Sud avec des températures de plus de 42 degrés.
des centaines de victimes en Grèce et en Turquie, essentiellement des personnes âgées. Même chose en Italie du Sud, plus de 50 personnes sont mortes depuis la fin de la semaine dernière. À Reggio di Calabre, par exemple, 6 victimes dans un hospice. Marcel Trian. Un véritable piège. 6 vieilles dames sont mortes au dernier étage, l'étage des femmes, dans cet hospice de vieillards de Reggio de Calabre. Une chaleur de plus de 40 degrés à l'ombre. Au-dessus d'elles, une terrasse sans isolation. Infirmes, clouées dans leur fauteuil ou dans leur lit, elles ont attendu en vain du secours. Le personnel de l'hospice suffit tout juste pour assurer la nourriture et l'hygiène élémentaire des pensionnaires. On passe de temps en temps avec de l'eau fraîche, avec des glaçons pour leur rafraîchir la tête. On cherche à les réconforter comme on peut, car comme vous pouvez le voir, on ne dispose d'aucun équipement moderne. Aucun système de climatisation, pas même le moindre ventilateur, dans une région pourtant exposée chaque été à des températures torrides. Une situation qui incite beaucoup d'Italiens à se demander aujourd'hui si les 6 mortes de Reggio ont été les victimes des grandes chaleurs ou celles de la grande misère des hospices. Le sport maintenant, le héros du jour. Il s'appelle Stéphane Perron, bien connu dans les milieux de la voile. Ce jeune homme vient de réussir un véritable exploit. Il a traversé l'Atlantique Nord en 46 jours. Jusque-là, c'est normal maintenant. Seulement, il faut savoir qu'il était seul sur une planche à voile et qu'il n'avait aucune assistance pour l'accompagner. Alors après beaucoup de souffrance, il a touché terre la nuit dernière à La Rochelle. Marc Maisonneuve, Didier Dahan. Épuisé au large de Noirmoutier pour la première fois depuis le début de son odyssée, Stéphane Perron tombe à l'eau. Arrivé dans la nuit à La Rochelle, Perron n'a pas pu se résigner à toucher terre devant 2 vigiles de la capitainerie du port. Il ira tout de même à La Baule, sa ville. Après 46 jours de folie, les dernières heures dictées par un choix de sécurité, un exploit. On s'est touché la terre pour des raisons de sécurité, parce que ça faisait 2 jours qu'il y avait du vent de nord-ouest trop fort et au près, c'est-à-dire contre moi. Et le programme de cette planche a été fait pour des vents portants et il était impossible de remonter contre le vent dans une telle force de vent. Et je crois que le but était de relier 2 continents, le continent américain et le continent européen, enfin la France. Peu importe si c'est La Rochelle ou La Baule, le tout c'est que je rentre à La Baule, à ma ville natale, le lendemain ou le surlendemain vers mes amis. Parti le 10 juin de New York, Perron emprunte la route des cargos en blanc, puis il suit celle qui est en rouge. Cette route-là, le véliplanchiste solitaire va être contraint de la suivre sous la pression des événements. En fait, il va infléchir sa trajectoire jusqu'aux Açores pour remonter au large du Portugal et terminer enfin à La Rochelle. Il traverse une zone de dépression et reste bloqué à l'intérieur de l'habitacle pendant plusieurs jours. C'est surtout son moral qui est atteint. La légère éraflure qu'il se fait à la joue le gênera bien moins que la blessure à la main du début de la traversée. La fin de la course devient très pénible. L'obsession de Perron, toucher terre et surtout tenir. La Rochelle, la fin de l'enfer. Voilà encore, 4e étape de la course de l'Europe, c'est Jet Service de Daniel Gillard qui est arrivé premier à Lorient. 3 victoires en 4 étapes, il est en tête bien sûr du classement général devant Jean Morel sur Elf Aquitaine. Alain Prost, le doute en Formule 1, il s'agit d'automobile bien sûr. Prost a abandonné hier alors qu'il était en tête du Grand Prix de Formule 1 d'Allemagne. Il a abandonné à 5 tours de la fin. Le doute, c'est à propos de son moteur Porsche. Depuis le début de la saison, il a été largement dominé par les moteurs japonais, les Honda. Alors pourquoi et comment les Japonais gagnent-ils? Réponse, Lionel Chamoulot. Joie dans le stand Williams. Encore une victoire, cette fois c'est Nelson Piquet qui gagne. 8 Grands Prix disputés, 6 victoires Honda. 4 pour Williams, 2 pour Lotus. Le Japon domine, le Japon est partout dans le monde restreint de la Formule 1. Journaliste, photographe, technicien, ingénieur et cette année un pilote avec Nakajima. La méthode japonaise est révolutionnaire. Exemple, tous les circuits du monde sont reliés par ordinateur au Japon. Les ingénieurs et les motoristes Honda ont amené une efficacité inimaginable. Le moindre problème est solutionné au plus vite. Notre équipe bénéficie, c'est vrai, de notre technologie qui pour l'instant est la meilleure. Mais en plus, dans notre société, dans notre groupe, chacun veut gagner et chacun travaille comme si c'était pour lui. Pour Honda, 50 personnes sont sur le terrain. Une centaine d'autres travaillent en Europe. 3000 au total interviennent dans le secteur de la Formule 1. Le premier à avoir senti la volonté de réussite des Japonais, c'est Frank Williams. En 1983, pour lui, Honda est revenu à la compétition après une tentative entre 64 et 68.
Honda a fourni gracieusement les moteurs. L'équipe Williams a créé dans ses ateliers ultramodernes de Didcot, près de Londres, une voiture qui domine depuis 2 saisons. Malgré certaines difficultés, c'est un mariage réussi. C'est difficile de travailler avec des fois à cause de la langue, mais surtout les résultats sont très appréciés, sont très jolis. Qu'est-ce qui les différencie des autres? Qu'est-ce qui vous étonne le plus? Leur organisation, et comme ils sont très résolus d'attaquer quelconque problème. Budget Honda cette année, 50 millions de dollars pour fournir 2 équipes. Ce moteur attire des convoitises, normal. Pour l'instant, il est au top, mais pour Honda, la concurrence pourrait bien venir aussi du soleil levant. On annonce l'arrivée imminente en Formule 1 de Toyota. Le Tour de France, il est maintenant à classer au rayon des souvenirs. Précisément, c'est plutôt l'heure des triomphes. L'Irlandais Stephen Roche a gagné. Et ce matin, ça vous le savez, ce matin, il était accueilli en Irlande comme un véritable héros national. Il a été accueilli par ses parents, bien sûr. Il faut dire que, outre sa victoire dans le Tour de France, Stephen Roche a réalisé un véritable exploit car il est le 5e coureur seulement à faire le doublé Giro, c'est-à-dire le Tour d'Italie, et Tour de France. Une foule considérable, vous le voyez, dans les rues de Dublin pour applaudir Stephen Roche. Moins chaleureux maintenant, moins chaleureuses les prévisions de la météo. Alors, Sophie Davant, vous nous souriez beaucoup pour nous annoncer toutes vos mauvaises nouvelles. J'essaie de faire ce que je peux, mais c'est vrai que je n'ai pas de très bonnes nouvelles à vous annoncer pour cette semaine. Il faut savoir que depuis le mois de juillet, il a plu 2 fois plus que l'an dernier à la même époque, et ça va continuer demain sur le nord-ouest, surtout. Regardez l'image satellite. Et alors, sur l'ouest, Terre. Sur l'ouest, voilà, c'est ça. Toujours la même situation. Alors un anticyclone au large de l'Atlantique, une dépression très creuse sur la Baltique, et la France qui reçoit toutes les perturbations qui se situent sur l'Atlantique dans un flux de nord-ouest. Alors des perturbations qui s'en vont par l'est, qui arrivent par l'ouest. Regardez la carte du temps prévue pour demain avec un temps couvert et pluvieux sur l'Alsace, la Franche-Comté et la région Rhône-Alpes. Il faudra faire attention demain car le vent soufflera fort. Il faudra éviter les promenades en montagne. Temps couvert et pluvieux également sur la Bretagne, les côtes de la Manche et le Nord-Pas-de-Calais. Entre ces deux zones, eh bien, les nuages alterneront avec de timides éclaircies. 2 régions épargnées, toute la façade atlantique, la Vendée, les Charentes-Maritimes et l'Aquitaine où les éclaircies domineront. Et puis le pourtour méditerranéen qui sera dégagé par le Mistral et la Tramontane qui souffleront toutefois moins fort qu'aujourd'hui. Les températures prévues pour demain, elles sont toujours très fraîches sur la moitié nord, environ 7 degrés inférieures aux normales saisonnières. Elles s'échelonnent entre 16 et 20 degrés sur la moitié nord et de 20 à 30 degrés sur la moitié sud, 30 degrés en Corse où il fait bien plus chaud. Demain, nous serons le mardi 28 juillet. Il y aura 2 petites minutes de soleil en moins. Il se lèvera à 6h19 et se couchera à 21h34 s'il se lève. Et ce sera la bonne fête, la fête des Sansons. Merci Sophie. Vous savez, les coureurs cyclistes disent d'habitude on essaiera de faire mieux la prochaine fois. J'espère que vous ferez pareil. Voilà, cette édition du journal est maintenant terminée. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est la dernière édition. 23h20, Isabelle Béchler. Demain, 6h45, Télématin. Je vous retrouverai pour Antenne de Midi. Excellente soirée sur Antenne 2.